Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse dans laquelle on va se pencher aujourd'hui sur le premier chapitre de la trilogie d'Unicron, Transformers Armada. Je sais que vous êtes très nombreux ici à avoir connu la licence grâce à elle au début des années 2000, donc ça va être l'occasion de revenir en détail sur sa production, ses qualités et ses défauts, ainsi que l'héritage qu'elle a laissé. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Tout d'abord, on va reposer un peu de contexte autour de la série, car Transformers Armada a été, mine de rien, pour l'époque, un sacré événement. Il faut savoir qu'au début des années 2000, Hasbro avait importé la série Transformers japonaise Car Robots, sous le nom Robots in Disguise, et avec la popularité des productions animées japonaises à l'époque, il a été décidé que la prochaine production pour la franchise serait réalisée en coproduction avec Takara. C'était un reboot total qui ne s'inscrivait dans aucune continuité existante. C'était aussi le cas de la série précédente, vous allez me dire, sauf que Robots in Disguise au Japon, donc Car Robots si vous préférez, était pensé pour appartenir à l'énorme timeline de la G1. Enfin, a priori. Donc là, Armada, ça allait être la vraie première fois qu'un reboot total allait avoir lieu. Pour la première fois, une série Transformers allait être réalisée avec comme objectif de reproduire pour une nouvelle génération ce que la G1 avait fait en 1984, les Autobots contre les Decepticons à une époque moderne. Car pour tout le bien que je peux dire de Beast Wars, qui a véritablement sauvé la licence dans les années 90, cette série et toute la Beastera sont davantage un changement de direction et s'inscrivait toujours par ailleurs dans la timeline existante. Là, Armada repart de zéro et entend réinventer la proposition de base des Transformers. Le calendrier de sortie est rapidement décidé. La série devra être prête pour 2002 en coordination avec toute la gamme de jouets, un nouveau comics et des tas de produits dérivés. Les créatifs au Japon commencent donc à travailler sur les concepts des personnages en coordination avec Aaron Archer, designer en chef des figurines Transformers de l'époque. Les jouets et les personnages dans la série était donc conçu simultanément pour un maximum de cohérence et c'est le studio Actas qui se chargea de l'animation d'Armada, nommé Micron Legends au Japon. Chose assez étonnante, malgré le fait que cette série soit japonaise, sa diffusion dans le pays n'a commencé que plusieurs mois après avoir été importée aux États-Unis. Pour faire simple, Hasbro tenait vraiment à sa date de sortie pour fin août début septembre 2002, de même que Cartoon Network qui faisait pression pour qu'un certain nombre d'épisodes lui soient fournis à l'avance. Armada, every Friday at 6:30. Much more than meets the eye. Time to turn it off. Only Toonami. Ainsi, alors que tout n'était pas terminé niveau animation, Armada fut envoyé aussitôt pour être doublé en anglais, ce qui conduit donc, en plus d'un rush pour l'animation, à un rush pour le doublage. Les Japonais quant à eux sortiront le premier épisode en janvier 2003, mais côté occidental, le pari était tenu. La série était prête pour coïncider avec la grosse opération commerciale prévue pour la rentrée 2002, et si on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard, quel a donc été le résultat de cette production plutôt tumultueuse ? Tout d'abord, parlons d'animation, car j'ai déjà un peu évoqué le sujet, et on va le développer ici. C'est dans le studio japonais Actas qu'Armada a été animé, mais les contraintes imposées aux animateurs ont fait qu'ils n'ont pas pu rendre une copie parfaite, voire même par instant une copie carrément pas terminée. Le résultat visuel est donc vraiment pas terrible. En fait, Armada est une série extrêmement inégale niveau animation. Parfois, elle est tout à fait acceptable, bien qu'un peu simpliste, mais à d'autres moments, aussi bien les proportions des personnages que la façon dont ils bougent, ça fait clairement de la peine. Pourtant, notamment dans les premiers épisodes, on a des séquences qui sont plutôt jolies, et ça montre le savoir-faire des équipes en charge. Mais notamment dans les 20-25 premiers épisodes, globalement, on a parfois des séquences horriblement moches, le genre d'erreur d'animation qu'on n'avait pas vu depuis la série G1. Pourtant, visuellement, les chara-design en eux-mêmes sont cool, et quand ils sont bien dessinés, c'est très sympa à voir. Le problème, c'est que pendant au moins la moitié de la série, l'animation n'est pas au niveau, et si dans certains cas les défauts sont corrigés entre la version américaine et japonaise, même en version originale, Armada n'est pas une très belle série. Oui, les plus grosses erreurs sont corrigées, mais ça n'empêche que certaines autres séquences bien moches sont également présentes. Malgré tout, à choisir entre les deux, regarder la version originale, Micron Legends, est le meilleur choix. Une chose assez appréciable tout de même, c'est que plus la série avance, plus l'animation gagne en qualité. On retrouve toujours des trucs pas très jolis dans les derniers épisodes, mais globalement, on observe tout de même un vrai gain au fur et à mesure qu'on progresse, même si là encore, la version japonaise est un peu supérieure. Au niveau des scènes d'action, c'est un peu la même chose. Si on a quelques séquences sympas au début, on a aussi d'autres moments qui sont chiants comme la mort, avec l'animation qui galère à mettre en scène ce qui se passe.
place. Mais encore une fois, plus la série progresse, plus on gagne aussi à ce niveau, avec des passages bien plus dynamiques, enfin en comparaison du début, et une vraie intensité dans les batailles. On pourra notamment penser au duel Starscream-Megatron, mais surtout au combat final entre ce dernier et Optimus. Véritablement, c'est l'une des rares séquences de la série où presque tout est parfait. La chorégraphie du combat est impeccable, l'utilisation des pouvoirs de chaque personnage également, l'animation retranscrit bien leurs émotions. Là, c'est un moment où la série a vraiment atteint un très bon niveau. Après, encore une fois, quand je dis que l'animation d'Armada est excellente sur la fin, elle est excellente par rapport au début. Objectivement, elle est bonne, mais on a vu mieux. C'est véritablement là qu'on se rend compte que sur une bonne partie de la série, les animateurs ont été obligés de rusher leur travail, ce qui rend encore plus songeur sur ce qu'aurait pu être Armada sans cela. Sur le plan purement personnel, j'aime beaucoup malgré tout le style d'Armada, avec ses couleurs assez vives et ses personnages globalement assez expressifs. Un peu à l'image de la G1, je pense que les enfants qui ont grandi avec cette série ne faisaient pas tant attention aux erreurs d'animation qu'au style global qui leur a parlé, et on aura l'occasion d'y revenir après. Mais cette planification parfaite pour Armada, entre la sortie de la série, du comics et des jouets, a été l'un des fruits de son succès. D'ailleurs, puisqu'on parlait de la G1, il faut savoir qu'au moment de sa sortie, Armada s'est faite détester par les fans des années 80, aussi bien pour son ton, sur lequel on reviendra juste après, que pour son animation. Oui, des gens qui ont grandi avec la G1 faisaient premier degré des reproches à l'animation d'Armada. À l'époque de Beast Wars, les puristes de la G1 avaient inventé l'expression « truck not monkey », référence au fait qu'Optimus devait être un camion et pas un singe, et pour cette nouvelle itération, ils ont décidé d'appeler Transformers Armada Pokéformers, référence à l'influence qu'a peut-être bien eu Pokémon sur cette dernière, et c'est justement ce dont on va parler maintenant. L'histoire de Transformers Armada est largement influencée par son gimmick de base, à savoir la présence des Minicons. Dans cette nouvelle version de la mythologie, Autobots comme Decepticons se font la guerre depuis des milliers d'années et cherchent à conquérir le pouvoir d'un autre type de robot, les Minicons, des petits Transformers qui, lorsqu'ils se combinent avec un cybertronien de taille normale, augmentent leur puissance et leur débloquent de nouvelles capacités. Bien sûr, les Autobots voient ces derniers comme des alliés, des amis, et les Decepticons ne les utilisent majoritairement que pour leur pouvoir, n'éprouvant aucune attache pour eux. Ces derniers ont été envoyés hors de Cybertron dans les confins de l'espace pour qu'aucun camp ne puisse s'accaparer leur pouvoir, et sans surprise, c'est sur la Lune mais surtout sur Terre qu'ils finiront par être retrouvés, ce qui déclenche un signal amenant les Transformers sur notre planète. Dans un scénario assez classique, c'est le protagoniste humain principal, Rad, qui réactive un Minicon dont le signal est transmis à travers l'espace pour arriver jusqu'à Cybertron, ce qui attire Megatron puis Optimus Prime. Après les premiers épisodes introductifs, Armada se met à rentrer dans la formule qui compose la majorité de ces épisodes. Un Minicon est découvert quelque part sur Terre et Autobots comme Decepticons vont se rendre sur place pour en prendre possession, s'affrontant bien souvent au passage. Et c'est pour cela qu'Armada a été surnommé Pokéformers par certains fans, car ce principe de capture de Minicon n'est pas sans rappeler le gimmick de base d'une autre licence qui commençait déjà à dominer le monde à l'époque, Pokémon bien sûr. Concrètement, pendant le premier tiers de la série, énormément d'épisodes fonctionnent sur ce concept, ce qui peut très vite devenir redondant, car on sait très bien que l'objectif final de tout ça sera que chaque personnage obtienne son Minicon personnel avant que n'arrivent les équipes de Minicons, notamment celles formant des artefacts tels que le Star Saber. Mais concrètement, ces épisodes ne sont en fait pas si différents de certaines histoires classiques de Transformers. Depuis la G1, on a plein d'intrigues qui tournent autour de la découverte de tel ou tel artefact, telle ou telle source d'énergie. Donc les Minicons, c'est simplement une variation de cela. Lorsqu'avec Ada on a regardé la série depuis le début, on a clairement été d'accord sur le fait que la première partie est de loin la plus faible. Entre les scénarios répétitifs et les gros problèmes d'animation, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut se les infliger ces épisodes-là. Cependant, quand on arrive dans les épisodes entre 20 et 30 on va dire, on a l'impression que d'un coup, une vraie intrigue se développe et réellement, c'est assez fou de voir que d'un coup, les scénaristes se sont mis à faire du foreshadowing et réellement introduire des développements de personnages intéressants. À mon avis, dans la conception des scripts de la série, les premiers épisodes ont été faits à la manière de ceux de la G1, à savoir des scénarios plus ou moins indépendants et répétitif, puis quand il a été décidé d'avoir une intrigue finale autour d'Unicron, tous les éléments se sont alignés pour développer une storyline plus définie. C'est notamment à partir de ce moment que le développement du personnage de Starscream se met en place, que les enjeux plus concrets et pesants arrivent, et qu'on utilise enfin l'arrivée d'Unicron et l'allégeance de certains personnages à ce dernier. Là, pour le coup, on a un véritable setup qui aura son payoff une vingtaine d'épisodes plus tard, et c'est en cela qu'Armada est bien mieux écrite que la G1, car même si cette dernière a eu aussi droit à son petit arc final, très peu d'éléments menaient concrètement à ce dernier. Ici, c'est davantage satisfaisant, et on réalise assez
assez vite que ce n'est pas que la guerre entre Autobots et Decepticons qui rythmera la série, et qu'une menace bien plus grande existe. Et plus on avance, plus on se rapproche de l'arc final, les fameuses batailles d'Unicron, où les deux camps retournent sur Cybertron et vont devoir s'allier pour combattre ce dernier. Après, un peu à l'image de ce que j'ai dit sur l'animation, l'intrigue développée à partir du deuxième tiers de la série est intéressante, en comparaison de ce qu'Armada nous servait au départ. Les épisodes étaient tellement répétitifs et peu intéressants que l'arrivée d'un vrai scénario développé fait passer cela pour un exploit. Bien sûr que non, mais c'est encore une fois bien de voir que la série a su corriger le tir au fur et à mesure, et encore une fois, plus ça avance, plus ça s'améliore. Les derniers épisodes, qui servent de climax autour d'Unicron, apportent une conclusion satisfaisante à globalement tous les personnages de la série. Le sacrifice de Starscream, la rivalité millénaire entre Optimus et Megatron qui prend fin, Hotshot qui prend ses responsabilités, et les humains qui au milieu de tout ça servent bel et bien à quelque chose, de par leur lien avec les Minicons. Les Minicons qui d'ailleurs sont au centre du plus gros plot twist de la série peut-être, à savoir qu'ils sont une création d'Unicron, leur pouvoir ayant été utilisé pour attiser le conflit déjà existant sur Cybertron et rendre ce dernier plus puissant, mais on y reviendra après. On a même droit à plusieurs moments un peu mindfuck à base de voyages dans le temps ou d'univers alternatifs. Les humains notamment ont pour le coup une véritable raison d'être emmenés dans l'espace avec les Autobots, car ce sont les Minicons eux-mêmes qui l'ont souhaité, expliquant même plus tard pourquoi Rad, Carlos et Alexis arrivent à les comprendre alors que concrètement, ils ne s'expriment qu'avec des bips. Il y a en effet toute cette histoire de voyage dans le temps qui est mise en place, comme quoi Rad a rencontré Highwire au moment de sa création, insufflant à ce dernier des émotions et expliquant ainsi pourquoi les Minicons, lors de leur exil, se sont écrasés sur Terre. Donc oui, la série est une énorme boucle temporelle qui, marche à peu près, même si ça arrive un peu tard. C'est assez dur d'ailleurs de savoir si toute la backstory des Minicons a été pensée dès le début, ou si c'est arrivé sur le tard. D'après Aaron Archer, designer en chef de chez Hasbro à l'époque on rappelle, et qui a donc travaillé sur la création de l'univers d'Armada au sens large, ce sont les scénaristes de chez Takara qui ont émis l'idée que les Minicons soient une création d'Unicron, allant même jusqu'à ce que ce soit visible dans leur nom. En effet, ils sont appelés Microns au Japon, Cron renvoyant, toujours d'après Aaron Archer, à Unicron. Donc si on en croit cela, alors oui, la backstory des Minicons était envisagée depuis le début, et c'est plutôt très bien trouvé. D'ailleurs, autre point à noter sur l'histoire globale, c'est que même si on est sur une série qui a des groupes réduits de personnages, à l'image de Beast Wars, permettant un meilleur développement de ces derniers, le contexte global est différent. En effet, pendant que Megatron, Optimus et leurs troupes respectives sont sur Terre et sur la Lune, le reste des armées Autobots et Decepticons sont encore présentes sur Cybertron, ce qui fait que contrairement à d'autres itérations de la licence, la Grande Guerre n'est pas finie, et Cybertron n'est pas complètement vidé de ses ressources, les deux camps se battant encore sur place. Optimus et Megatron sont donc tous deux des vrais chefs de guerre, et la série insiste à plus d'une reprise sur le côté entre guillemets soldat des personnages, plus que d'autres univers Transformers là encore. C'est donc pour cela que l'alliance entre Autobots et Decepticons a du sens pour affronter Unicron. Les deux factions ont encore des armées tout à fait fonctionnelles, avec des vaisseaux spatiaux de différentes tailles et ayant d'ailleurs des designs différents en fonction des camps. On aurait aimé finalement davantage voir ce à quoi ressemblait réellement le conflit ici, car tout cela arrive un peu tard. C'est donc sans doute de cela que la série tient son nom, Armada, comme deux armées, renvoyant aussi bien au conflit en cours qu'à l'alliance finale contre Unicron, une seule Armada qui l'affrontera. Mais Armada, au-delà de la réinvention de l'univers Transformer qu'elle a proposé, a également été mémorable de par ses personnages. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, les groupes d'Autobots et de Decepticons se sont au début extrêmement réduits, ne comptant d'un côté qu'Optimus Prime, Hotshot et Red Alert, et de l'autre Megatron, Starscream, Cyclonus et Demolishor. Progressivement, de nouveaux viendront se rajouter, mais on n'excédera jamais ou que très rarement les 8 personnages par camp. Sur le papier, on pourrait se dire que c'est une bonne chose, notamment pour le développement et l'attachement que l'on a à ceux-ci, et je suis entièrement d'accord. C'était notamment l'un des éléments qui a fait la réussite de Beast Wars 6 ans plus tôt. Mais dans Armada, la caractérisation et le développement des personnages sont, comme pour le reste, assez inégales. Par exemple, Optimus Prime est au départ particulièrement chiant, et ce n'est qu'avec le temps et ses interactions qu'il a avec les autres qu'on va arriver à s'y attacher. Hotshot, s'il est clairement pensé pour être celui qui vit un peu la quête du héros, à l'image d'un Rodimus, en a agacé plus d'un et atteint selon moi plus vite le seuil d'insupportabilité en comparaison même d'un Bumblebee par exemple. Optimus! What were you thinking, huh? That is enough, Hotshot. Yeah, we're a team for good, not for evil. Why? Why? I will destroy him!
Côté Decepticons, je trouve que dans le cast de base, on a davantage de variété. Megatron est un chef militaire tyrannique qui prend bien souvent des airs de père de famille colérique, lassé par l'incompétence de certains de ses subordonnés, mais maltraitant également Starscream qui pourtant fait de son mieux. Ce dernier justement a indéniablement le meilleur développement de la série, faisant un twist intéressant avec le personnage d'origine. Plutôt qu'un traître ambitieux, il est ici un soldat honorable mais abusé et jamais reconnu à sa juste valeur, ce qui développera justement sa haine envers Megatron et l'amènera à changer de camp. J'ai fait une vidéo analyse complète sur le personnage de Starscream, donc je vous invite à aller la voir si vous souhaitez tout connaître sur lui. Reste qu'il s'agit de loin du bot le plus mémorable de la série, étant l'une des rares occurrences d'un Decepticon se liant d'amitié avec un personnage humain et dont le destin tragique a marqué une génération de fans, à l'image de Dinobot dans Beast Wars, à qui il est souvent comparé. Demolishor et Cyclonus quant à eux fonctionnent comme un duo de comic relief dans le camp Decepticon. Alors autant Demolishor est au final un peu bête mais n'est pas si mauvais dans le fond, autant Cyclonus, il donne vraiment envie de s'arracher les cheveux des fois. Il est pensé pour être un fou furieux qui s'amuse dans la guerre cybertronienne, mais il en devient très vite chiant. Rien à voir avec le voice actor, d'ailleurs, Don Brown, qui fait du très bon boulot, juste la façon dont la série caractérise le personnage est vite gonflante. Et là, en écrivant mon script, je me rends compte que j'ai oublié de mentionner Red Alert parmi les personnages de base, ce qui en dit beaucoup je pense sur sa personnalité. Non, blague à part, j'aime beaucoup la réinvention du personnage sur le papier, étant le cerveau et médecin des Autobots sans pour autant être juste un pseudo-Ratchet, mais dès que d'autres personnages arrivent, il se retrouve relégué au second plan. On peut notamment penser à Smokescreen qui, arrive, ne fait pas grand chose, meurt de façon héroïque, mais revit dans un nouveau corps, s'appelant désormais Hoist et ne faisant plus rien de spécial jusqu'à la fin. L'exemple même d'un personnage, qu'on aurait peut-être pu, voire dû laisser mort, ça lui aurait donné un moment mémorable. En revanche, du côté des autres personnages introduits, on a aussi notamment Jetfire, ma version préférée du personnage, qui est ici le second Optimus et déborde de classe, véritablement. Il est sûr de lui, fort en combat, il peut se combiner avec son chef. D'ailleurs, cette combinaison, c'est ce que beaucoup retiennent, mais vraiment, le personnage en lui-même est ultra cool de base. Autre personnage qui a un concept sympa, Scavenger, un Autobot ayant appartenu aux deux camps du conflit, expérimenté et plus âgé qu'Optimus, mais qui, concrètement, ne fait pas grand-chose. Il a quelques épisodes dédiés, mais il me sort bien souvent de la tête quand je repense à Armada, un peu comme Blur d'ailleurs, qui pousse le concept de l'Autobot adepte de la vitesse encore plus loin, avec un design inspiré d'un pilote de course, le perso un peu edgy du groupe si vous voulez mon avis. Enfin, on trouve aussi un petit jeune dans les rangs d'Optimus, plus jeune encore que Hotshot, Sideswipe, qui en soi n'est pas spécialement un personnage développé, mais dont la relation avec Hotshot, en particulier dans l'arc qui voit le retour de Wheeljack, est plutôt sympa. Et Wheeljack, justement, c'est l'une des réinventions les plus surprenantes d'Armada, étant un ancien Autobot abandonné par Hotshot contre sa volonté sur le champ de bataille et qui a rejoint Megatron. Souhaitant se venger, il arrive sur Terre et s'en prend justement à Sideswipe pour voir si Hotshot est prêt, cette fois, à se sacrifier pour les siens. Même s'ils sont ennemis durant la majorité de la série, Wheeljack et Hotshot arrivent sur la fin à mieux s'entendre et à mettre derrière eux leur querelle pour œuvrer au rapprochement des Autobots et des Decepticons contre Unicron. Malgré tout, il est un Decepticon désormais et le restera, demeurant fidèle à Megatron. I enjoyed fighting with you, but I'm moving on. We'll meet again. On the battlefield. Côté Decepticons, finalement, le vrai entre guillemets Starscream de la série, c'est Trust, une petite réinvention esthétique du personnage original, dont il garde la tête en forme de cône, et qui complotera avec Sideways pour trahir Megatron et s'allier à Unicron. Lui pour le coup, c'est typiquement le genre de personnage qu'on aime détester. Il lui arrive toujours un truc nul, même les autres se moquent de lui, malgré son intelligence relative dans les batailles, et lorsqu'il pense avoir fait le coup du siècle en se rangeant du côté d'Unicron, il meurt de façon complètement stupide, mais au final méritée. Après, il y a aussi Tidal Wave qui... c'est Tidal Wave quoi. Design 100% iconique, mais personnage 100% con, et c'est pour ça qu'on l'aime. Pour ce qui est des personnages humains, ils n'ont pas non plus fait l'unanimité. Si on débute la série avec 3 d'entre eux, Rad, Carlos et Alexis, très vite on y rajoute Fred et Billy, 2 bullies un peu losers qui ont une utilité assez limitée. Ces deux-là, vraiment, ils font de la figuration, et de l'aveu même des scénaristes, ils auraient aimé s'en débarrasser, mais n'ont apparemment pas trouvé de manière satisfaisante de le faire, ce qui les a amenés à rester jusqu'à la fin de la série. D'ailleurs, la version anglaise fait de Fred un personnage dont le seul intérêt est la bouffe. Oui, c'est logique, c'est un petit gros, donc
qui parle que de manger, là où la version japonaise est plus soft à ce niveau. Pour ce qui est de Rad, c'est un peu le protagoniste typique qu'on pourrait caser dans n'importe quel dessin animé. Son chara-design est bateau, il n'est ni super appréciable ni détestable, c'est juste un gamin typique ultra pensé pour permettre l'identification des enfants. Carlos, son meilleur ami, est au contraire très vite gonflant. Il est notablement plus con que Rad et son truc le plus mémorable dans la série est peut-être la fois où il est tombé amoureux d'un hologramme. Voilà, c'est tout. Enfin, la meilleure pour la fin, Alexis est d'assez loin la protagoniste humaine la plus appréciable d'Armada, écrite comme une fille intelligente et plus réfléchie que les 4 autres, ce qui n'est pas forcément un exploit, cela dit. Elle sera notamment au centre de l'arc de personnage de Starscream, voyant du bon en lui et se liant très vite d'amitié avec. Cela culminera bien sûr lorsqu'elle le retrouve sur Cybertron et qu'elle assiste depuis le vaisseau des Autobots à son sacrifice. Au-delà des Autobots justement, les humains seront utiles pour créer un lien avec les Minicons, principalement car ces derniers n'ont finalement que peu de personnalité discernable, principalement parce qu'ils ne parlent pas vraiment, enfin à de très rares exceptions. On a cependant à plus d'une reprise l'occasion de voir l'attachement qu'ils peuvent éprouver pour leurs bots respectifs, et réciproquement, y compris côté des Decepticons, notamment lorsque Demolishor pense avoir perdu son Minicon Blackout à la surface d'Unicron. On voit cependant aussi la maltraitance dont ils peuvent être victimes et la solidarité qu'ils possèdent entre eux, étant réellement une espèce de robot à part. Et justement, leur créateur, Unicron, est, comme je l'ai dit plus tôt, un antagoniste qui plane sur toute la série, à partir de son deuxième tiers, étant tout comme dans la G1, un être au pouvoir divin, prenant l'apparence d'une planète et pouvant se transformer en robot, un robot d'ailleurs largement inspiré de l'original. Ce qui rend à mon sens cette version d'Unicron très cool, c'est son concept. En effet, il est certes une entité maléfique, veut la destruction et représente le chaos, mais afin de gagner en puissance, il ne s'alimente pas d'énergie ou de planète, mais de la haine présente dans l'univers. C'est assez conceptuel comme truc, mais pour faire simple, tout conflit existant à proximité d'Unicron est susceptible de l'alimenter, et la guerre entre Autobots et Decepticons, qui dure depuis des milliers d'années, lui a donné l'opportunité de se cacher dans une des lunes de la planète pour gagner encore et encore en puissance sans que personne ne le remarque, et la création des Minicons allait dans ce sens. Il savait qu'en les créant, il attiserait encore plus la guerre et démultiplierait la violence de celle-ci. En gros, Unicron ne peut être vaincu ou affaibli que si la guerre s'arrête et qu'un camp l'emporte, ce qui explique aussi pourquoi Optimus et Megatron s'affrontent une dernière fois. Comme pour Starscream, je vous invite à voir la vidéo dédiée au sujet que j'ai faite si ça vous intéresse, dans laquelle je rentre en détail sur la relation très particulière qui existe entre Prime et Megatron. Unicron d'ailleurs a plus ou moins une présence tout au long de la série via le personnage de Sideways, qu'il semble posséder, ou en tout cas qui a une loyauté sans faille à ce dernier. La série se contredit un peu sur si oui ou non Sideways est véritablement un personnage différent d'Unicron, ou simplement une extension de ce dernier par lequel il s'exprime. C'est notamment pour ça que tout au long de la série, Sideways a cet air mystérieux et un poil edgy, trahissant Autobots puis Decepticons dans sa quête. Bref, dans les personnages d'Armada, il y a un peu à boire et à manger, et si certaines caractérisations sont restées dans les mémoires, d'autres sont totalement tombées dans l'oubli. Et ce qui a pu jouer en la faveur ou la défaveur de ces derniers, c'est bien évidemment le voice acting. Et ça me permet donc d'enchaîner sur la question de l'adaptation, car comme dit plus tôt dans la vidéo, le doublage anglais depuis le Japon a été fait dans un rush total. Pour les voice actors en eux-mêmes, j'ai bien peu de choses à leur reprocher. Aussi bien Gary Chalk en Optimus que David Kaye en Megatron font un excellent boulot. Your lust for power sickens me. Don't you get it? You're the one that's about to get it. There can only be one leader in this universe, and unfortunately, it's not going to be you. Mais même du côté des autres voix, si on peut juger des personnages comme Cyclonus, Hotshot ou d'autres agaçants, c'est davantage dû au script ou à la direction d'acteur que la performance intrinsèque de ces derniers. Et justement, l'autre gros souci, c'est les scripts. La traduction a été faite dans un tel rush que plein d'erreurs ou d'approximations se sont glissées dans quasiment chaque épisode, en particulier au début. Des mauvais noms de personnages comme Shockwave à la place de Tidal Wave, puisque Shockwave était son nom au Japon, des dialogues qui ne collent pas à ce qui se passe à l'écran. Encore une fois, ça arrive beaucoup, et pour le coup tout au long de la série. Il suffit de se balader un peu sur TF-Wiki pour voir toutes les différences de script qui existent entre Armada en Occident et Micron Legends au Japon. Encore une fois, regardez la série en japonais est la meilleure des deux options, même si je peux comprendre le charme indéniable que possède le doublage anglais. En France aussi d'ailleurs, où seulement une moitié de la série a été diffusée, on a notamment Michel Dodan qui propose sa propre version d'Optimus, qui a l'air plus vieille que celle de base. Transformation! Essayez de trouver le minican. Moi je me charge des Decepticons. Ou encore Guillaume Orsa pour Megatron, qui doublera plus de 20 ans plus tard Drift dans Edge of Extinction. Tu as déjà perdu.
Autre truc assez drôle que j'ai noté lors de mes recherches, le doubleur de Carlos, Jimmy Redler, est celui qui jouera 5 ans plus tard Sam Witwicky dans le Bayverse, et je peux vous jurer qu'une fois qu'on l'a remarqué, on ne voit plus que ça. Moi, mon prénom c'est Carlos. Et toi, tu t'appelles comment? Ah non, moi je suis pour qu'une fille me tripote la mécanique. J'aime autant d'ailleurs. Mais à l'image de la G1, c'est majoritairement avec la version anglaise que j'ai découvert la série, et j'y ai donc plus d'attachement. En revanche, ce qui met tout le monde d'accord est l'aspect musical. Globalement, Armada a de très bonnes musiques, et j'irais même jusqu'à dire des bangers parfois, et certains sound design très cool, notamment autour des minicons, avec cette sorte de chant qu'ils font à plusieurs reprises, et que je trouve à la fois mystérieux, apaisant et fascinant. Comme on l'a vu, la série Armada est loin, très loin d'être parfaite. Elle se sauve d'être une mauvaise série grâce à son amélioration constante, la bonne écriture de certains personnages et d'autres points appréciables, mais on ne peut pas dire qu'elle ait été un immense succès critique à l'époque. Mais qu'importe, car sur le plan commercial, Armada a été tout simplement énorme. Plus qu'énorme même, c'était tout simplement un niveau de vente et de popularité pour la licence comme elle n'en avait pas connu depuis la première génération. Le lancement quasiment simultané de la série, du comics et des jouets, a été un coup marketing parfaitement exécuté. Le comics a été numéro 1 des ventes le mois de sa sortie, la série était regardée par des millions d'enfants à travers le monde, et les jouets se vendaient à tel point qu'Hasbro avait du mal à suivre la demande. C'est notamment pour cela que dans certaines vagues de jouets, on a eu droit à des figurines Beast Wars recolorées. Ils avaient besoin de fournir du Transformers au-delà même de ce qu'ils avaient prévu au départ. Danger! Starscream enclenche sa transformation pour attaquer. Red Alert, transformation terminée. Prêt pour la riposte. Megatron fusionne avec ses mini-cannes pour l'assaut final. Maintenant, c'est le guerrier suprême. Starscream, Red Alert, Megatron. Transformers, la méga transformation. Fonce acheter le guerrier Megatron. Tu auras en plus un autre méga Transformers. La guerre entre les Autobots et les Decepticons continue. Pour la bataille, transforme ton rhinocéros en robot. Et avec lui, tu as une surprise d'enfer. Un CD-ROM avec un jeu et le dessin animé, plus plein de mini-robots. Mais fais vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Transformers, la méga transformation. 2003 sera d'ailleurs une année encore plus fructueuse, avec l'arrivée du tout premier jouet d'Unicron, carrément élu jouet de l'année par le magazine américain Toy Fair. Qu'on le veuille ou non, Armada a été entre guillemets la G1 de toute une génération de fans, et son succès monstre a prouvé qu'au XXIe siècle, Transformers pouvait être une franchise lucrative. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard selon moi si c'est en 2004-2005 que le premier film a été mis en production. Armada a prouvé que la licence avait toujours du succès, et c'est sans doute un argument qui a pesé dans la balance quand il a été décidé d'adapter celle-ci au cinéma. Étonnamment, alors que le monde entier était conquis, du côté de la France, la série n'a même pas été traduite en entier à ma connaissance, et a été déprogrammée, ce qui est assez surprenant, surtout quand on sait que ces deux suites, Energon et Cybertron, ont bien été diffusées de bout en bout chez nous. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé pendant le doublage français d'Armada ? Bref, le premier chapitre de la trilogie d'Unicron n'a été un chef-d'œuvre à aucun niveau, mais son succès commercial ne peut être négligé. Encore aujourd'hui, nombreux sont les fans à avoir connu Transformers grâce à elle, et elle a mine de rien beaucoup influencé certaines itérations suivantes de la franchise. Après une fin aussi bonne pour Armada avec l'arc des batailles d'Unicron, tous les espoirs étaient permis lorsque sa suite, Transformers Energon, a été annoncée. Et ça... disons que ce sera un sujet pour une autre fois.